Bien. Alors je remercie ceux qui sont encore là et je salue ceux qui vont revenir. J'espère qu'ils vont revenir parce que c'est un programme alléchant qui nous est proposé et qui rentre dans le programme mon programme de cours, bien sûr, de licence 3, puisque nous allons aborder avec Guillaume Bernard la question des partis indépendantistes ou séparatistes, mouvements de droite et gauche en Europe, les retombées politiques en Europe. J'avais annoncé une surprise que vous attendez tous. La surprise est, comme vous le voyez, l'absence de Guillaume Bernard, qui est présent néanmoins de façon virtuelle. Son intervention a été enregistrée et vous allez profiter de son hologramme, enfin, pas tout à fait, en tout cas, de sa présence quasi physique. Et elle l'est à chaque fois, hein, elle est très vivante. Alors, je ne le présente pas, je crois que tout le monde le connaît ici, et il va présenter lui-même son intervention. Je ne sais pas exactement comment elle est lancée. Bonjour à tous, je dois naturellement vous présenter mes plus plates excuses pour ne pas être parmi vous physiquement aujourd'hui. Malheureusement, le télescopage et différentes activités fait que je dois être enregistré pour pouvoir faire ma prestation à ce séminaire d'actualité. Je remercie naturellement Cyril Pasquier de bien avoir voulu prendre de son temps pour procéder à cet enregistrement. Alors, Clément Millon, donc, qui a conceptualisé et qui a organisé donc, ce séminaire, m'a demandé de vous parler de la question des partis régionalistes et du lien avec la question identitaire. Je le remercie naturellement de m'avoir demandé de participer à cette rencontre scientifique. J'aurais envie de commencer avec cette célèbre citation du philosophe Bobby Lapointe, n'est-ce pas? Car l'Aragon, ça n'est pas la Castille, et la Castille, ça n'est pas l'Aragon. Aménon. Cette accroche va donc me permettre effectivement de vous présenter l'objet de cette étude, c'est-à-dire la manifestation politique du régionalisme, qui est aussi appelé nationalisme régional ou infra-étatique. Alors, en moins d'un siècle, on a assisté à une importante fragmentation de l'espace mondial, et notamment de l'espace politique européen. En 1900, vous savez, il n'y avait que 46 États souverains dans le monde, alors qu'en 2012, il y en a près de 200, dont d'ailleurs 193 sont membres des Nations Unies. Et donc l'Europe, effectivement, n'a pas échappé à ces transformations au cours donc, du XXe siècle. Et un géographe, Michel Fouché, a même pu établir que 48% des kilométrages de frontières en Europe datent d'après 1945. Le morcellement est donc à l'œuvre en Europe. Pensons par exemple au divorce des Tchèques et des Slovaques après la chute du mur de Berlin. Pensons aussi à la création que d'aucuns trouveront totalement artificielle du Kosovo en février 2008. Il y a encore d'autres revendications qui existent aujourd'hui. Par exemple, la République moldave de Transnistrie n'est pas reconnue dans le droit international, mais il y a des revendications dans ce domaine. Alors, je vais essayer d'analyser la question des partis régionaux en quelques points. Le premier, ce sera la question de l'actualité du régionalisme. Pour terminer cette introduction, achever cette introduction, et la question, je dirais, de où se trouve le régionalisme en Europe. Donc c'est ce qui me permettra de véritablement poser véritablement le problème. Et puis ensuite, les quatre points, les quatre points qui seront abordés traiteront de la question de la difficulté d'appréhension de la question régionaliste, de la délimitation, je dirais, de la question régionaliste par rapport à d'autres, du lien avec la question européenne, et puis enfin du lien avec la question identitaire.
Alors, évidemment, le régionalisme est parfaitement d'actualité. Vous savez qu'il y a eu le 1er octobre 2017 un référendum non légal, semble-t-il, en Catalogne. 90% de oui pour l'indépendance avec 42% de participation. Et puis des élections locales pour le Parlement régional qui ont eu lieu le 21 décembre dernier. C'est une majorité de sièges pour les indépendantistes qui a été donnée, avec pourtant une minorité de voix. Autre actualité du régionalisme, le référendum pour plus d'autonomie en Lombardie et en Vénétie, le 22 octobre 2017, 96% de oui en Lombardie avec 38% de participation et 98% de oui en Vénétie avec 58% de participation. Il y a là effectivement une véritable majorité. Les consultations électorales pour une autonomie renforcée ou même la proclamation de l'indépendance se sont multipliées depuis les années 1980 au Pays Basque, en Galice, au Pays de Galles, en Andalousie ou encore en Écosse. Évidemment, c'est le référendum le plus connu récent, le 18 septembre 2014. 84% de ceux qui ont, 84% de participation et 55,3% de non. En revanche, 44% de oui. D'aucuns disent que depuis le Brexit, eh bien, les votes en faveur de l'indépendance de l'Écosse pourraient se multiplier. Alors la prochaine région où la question de l'indépendance va se poser concerne les îles Féroé, qui font actuellement partie du Danemark. Un référendum donc est prévu le 25 avril 2018 et la population insulaire se prononcera sur son droit à l'autodétermination. Alors, où le régionalisme en Europe? Vous voyez qu'on a quand même essentiellement évoqué eh bien, des pays de l'Ouest. Il y a du régionalisme en Espagne, il y en a en Allemagne, il y a des velléités d'indépendance ou du moins d'une plus grande autonomie, par exemple en Bavière, au Royaume-Uni, bien sûr, l'Écosse, l'Irlande, en France aussi, avec évidemment le cas corse que l'on évoquera un petit peu. En tout cas, beaucoup d'États membres de l'Union eh bien, connaissent des mouvements régionalistes plus ou moins développés. Si tout le monde a en tête, bien sûr, les velléités d'indépendance de l'Écosse vis-à-vis du Royaume-Uni, le cas, en revanche, du Haut-Adige en Italie, que l'on appelle aussi le Tyrol du Sud, est moins connu. Vous savez qu'il y a là une population germanophone qui eh bien, souhaiterait son rattachement à l'Autriche. Si certains mouvements sont très influents politiquement, par exemple au Pays Basque, les deux partis régionalistes ont les 2/3 des sièges, tandis que les partis nationaux se partagent le tiers restant. D'autres se manifestent, d'autres régionalismes se manifestent d'une manière plus sociale. Pensons par exemple au mouvement des bonnets rouges en Bretagne, en France, ou même relèvent simplement du folklore. Les partis régionalistes sont en tout cas surtout présents, comme on l'a dit, en Europe de l'Ouest. Dans les anciens pays de l'Est, de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, Roumanie et Bulgarie par exemple, ils sont beaucoup plus faibles. Et je pense que l'on peut noter que les ambitions irrédentistes, c'est-à-dire qu'un territoire voudrait se détacher pour se rattacher à un autre État, sans vouloir devenir indépendant, eh bien, sont surtout à l'Est portés par des partis établis, des partis qui sont parfois même au pouvoir. Par exemple, vous le savez, le Fidesz hongrois, le parti de Viktor Orban, eh bien, affirme que tous les Hongrois qui vivent en dehors de l'actuelle Hongrie, vous savez que le territoire de la Hongrie a été extrêmement rétréci par les traités de paix de la Première Guerre mondiale, eh bien, ont vocation, selon lui, tous les Hongrois qui vivent en dehors de l'actuelle Hongrie ont vocation à participer aux élections hongroises. Alors, premier point, je crois qu'il faut essayer de délimiter, je dirais, le régionalisme, et c'est le premier point. On va, je crois, avoir des difficultés pour appréhender ce phénomène-là. 3 points méritent d'être évoqués. Les différences de contexte constitutionnel, les différences de positionnement sur le spectre politique, et enfin les différences de positionnement vis-à-vis de l'Union européenne. Premier point, donc les différences de contexte constitutionnel et évidemment la question de la structure verticale de l'État. État unitaire centralisé, État unitaire décentralisé, État fédéral.
Le régionalisme s'exprime dans tous les types d'États, aussi bien dans un État unitaire, en l'occurrence décentralisé, la France, ou le Royaume-Uni, qui connaît la dévolution, dans des États régionaux, comme l'Espagne ou comme l'Italie, ou même dans des États fédéraux, comme la Belgique ou l'Allemagne. Les directions prises par les États en Europe sont d'ailleurs contradictoires. Ceux de l'Ouest se décentralisent, voire se fédéralisent de plus en plus. Ceux de l'Europe centrale et de l'Est restent peut-être plus centralisés. Le régionalisme met en tout cas l'État devant un risque, car un État qui se définit en partie par son territoire, on le sait bien, voir pour lui une partie de celui-ci s'éloigner, faire sécession, c'est un aveu d'échec. D'un territoire à l'autre, les revendications peuvent être très différentes. Indépendantisme, aspiration à être reconnu comme une nation, autonomisme au sein de l'État, rattachisme vis-à-vis d'un autre État, reconnaissance de l'existence d'une minorité. Et souvent d'ailleurs les militants régionalistes d'un même territoire sont eux-mêmes divisés à propos de leurs objectifs. Certains pensent que c'est le phénomène de nationalisation des régions au XVIIIe et au XIXe siècle qui crée d'une certaine manière, a créé ce régionalisme, car il s'exprime, c'est vrai, dans des régions qui ont une identité, une histoire, je dirais, propre, qui est très forte. Pensons effectivement à la Catalogne par exemple, mais il y a aussi d'autres territoires dans lesquels s'exprime aujourd'hui un régionalisme, alors que auparavant, ces territoires ne cherchaient pas véritablement à affirmer leur spécificité. Vous savez bien qu'en 1830, lorsque la Belgique est devenue autonome, l'aristocratie, les élites plutôt que l'aristocratie, les élites flamandes, étaient francophones. Ça n'est évidemment plus du tout le cas aujourd'hui. Deuxième question, pour appréhender le régionalisme, des différences sur le spectre politique, de positionnement sur le spectre politique. Alors on a à peu près tout le spectre politique qui est couvert par des partis régionalistes. On a des partis de gauche, on a le fameux CUP, maintenant on le connaît, je vous avoue que je ne l'avais pas absolument en tête avant que l'on reparle de la Catalogne ces derniers temps. Le CUP catalan qui est très à gauche, ou le CNP, le Scottish National Party écossais, qui a évolué de positions radicales vers des positions plus modérées. On a aussi des partis de droite, pensons par exemple au NVA belge flamand, ou flamand belge comme vous voulez, qui est, disons, plutôt libéral, ou la Ligue du Nord en Italie, qui est aussi un parti de droite, mais beaucoup plus radical. Dans un même territoire, des partis régionalistes peuvent se concurrencer, ils peuvent être du même bord. C'est par exemple le cas en Flandre, où le NVA, donc l'Alliance néo-flamande, concurrence le Vlaams Belang, l'ancien Vlaams Blok, qui est plus radical que lui, et le NVA est moins anti-wallon que ce dernier. Bien. Ils peuvent aussi être de deux bords opposés. Par exemple, au Pays basque espagnol, il y a des partis autonomistes basques des deux tendances. Le Parti nationaliste basque oscille entre la démocratie chrétienne et le conservatisme, tandis que le EH Bildu est clairement à gauche. Il est d'ailleurs une émanation de l'ETA qui était, au moins à ses origines, d'obédience marxiste. Troisième point, et on va revoir un certain nombre de ces partis dans cette question-là, le positionnement de ces partis régionalistes vis-à-vis de l'Union européenne. Alors certains mouvements régionalistes sont eurosceptiques, en général ceux d'ailleurs qui sont plutôt sur une position politique radicale, d'autres sont plus favorables à l'UE lorsqu'ils adoptent une position plus modérée ou centriste. Si certains sont eurosceptiques, ils peuvent l'être, notons-le quand même, aussi, non pas par hostilité envers l'internationalisme, mais plutôt par antilibéralisme que l'Union européenne incarne d'une certaine manière. Alors, essayons d'inventorier et de les classer. Des partis favorables à l'UE, tout en les critiquant à l'occasion. Il y a le parti régionaliste de gauche radicale, le Sinn Féin, donc irlandais, qui est de gauche, très marqué à gauche, et qui est quand même plutôt favorable à l'Union européenne. Il y a le Rise Scotland, Left Alliance, il y a le EH Bildu, au Pays basque espagnol, et puis il y a l'Union démocratique bretonne
en France, qui a quand même quelques élus au niveau local. Il y a des partis régionalistes maintenant de gauche modérée. Le Scottish National Party, le SNP en Écosse, qui a bâti, on le sait bien, sa popularité sur le rejet de la politique libérale de Margaret Thatcher, puis qui s'est modéré peu à peu pour rallier des positions social-démocrates. Il y a aussi dans cette même catégorie le Plaid Cymru, PC, au Pays de Galles, le Social Democratic and Labour Party, parti social, démocrate et travailliste en Irlande du Nord. Il y a alors là j'ai évidemment du mal à le prononcer, je ne vous le cache pas, en Galice, le Bloqué Nacionalista Gallego, le parti occitan en France, bon, et le parti de la nation corse, aussi évidemment en France. Vous avez le Sud-Tiroler Volksparti, le parti populaire, donc sud-tyrolien, l'Union Valdôtaine, et puis enfin le Partito Sardo d'Azione, le parti sarde d'action, n'est-ce pas, en Italie. Vous avez en outre, évidemment, des partis régionalistes, cette fois-ci de droite modérée. Le Partito Nacionalista Vasco, le parti nationaliste basque, la Convergencia Democratica de Catalonia, la convergence démocratique de Catalogne, le parti, donc l'Alliance néo-flamande, je ne vous le prononce pas en flamand, n'est-ce pas? Et puis enfin, vous avez les mouvements, voilà, ces mouvements donc régionalistes, centraux, lorsqu'ils sont centraux, lorsqu'ils sont plutôt modérés, sont historiquement plutôt fédéralistes, donc plutôt favorables à l'Union européenne. Leur ligne politique prône l'effacement de l'État-nation au profit de l'Union européenne et évidemment des régions. Ces positions ont donné naissance à l'idée d'une Europe des régions dans laquelle les prérogatives seraient partagées entre l'Union européenne et les régions. Les convictions pro-européennes de ces partis se sont tout de même quelque peu effritées avec le temps. Cependant, nombre de partis régionalistes et autonomistes, une trentaine environ, se sont regroupés dans ce qu'on appelle l'ALE, l'Alliance libre européenne, qui a été fondée en 1981 à Bastia. Les partis qui ont des élus au Parlement européen siègent donc ensemble dans un groupe qui est composé avec les Verts depuis 1999. L'Alliance libre européenne se compose donc de ces différents groupements, aussi bien au Parlement qu'en dehors du Parlement. Il y a maintenant, il faut évidemment l'évoquer, des partis eurosceptiques, cette fois-ci de droite. Alors vous avez le Vlaams Belang en Belgique, vous avez le COUP, cette fois-ci un parti de gauche, qui est cette fois-ci eurosceptique, la candidature d'unité populaire, fondée en 1986 en Catalogne. Parti donc régionaliste, vous le voyez, on a quand même essentiellement des partis qui sont plutôt pro-européens, même s'ils ont pu devenir quelque peu critiques. Les partis eurosceptiques, dans le fond, il y en a moins. Et ils sont, c'est vrai, là aussi, de droite et de gauche. Et puis enfin, il y a des partis qui ont évolué, qui ont basculé, je dirais, d'une position plutôt pro-européenne au départ pour devenir eurosceptiques, voire europhobes. Et évidemment, le cas le plus connu, c'est celui de la Ligue du Nord italienne, qui, en 1998, a basculé d'une position plutôt favorable à l'Union à une position extrêmement hostile à l'Union européenne. Le deuxième grand point que nous devons étudier, ce sont les difficultés de délimitation du régionalisme. Le régionalisme n'est généralement pas pur, en ce sens qu'il est le plus souvent associé à une autre revendication. Dans le régionalisme, le ressort identitaire ne fonctionne pas seul, il y a aussi d'autres ressorts, la question du régime politique, ce sera le premier point, et puis les revendications fiscales et économiques, ce sera le deuxième point. La question du régionalisme et du régime politique. Dans le cas catalan, on a, me semble-t-il, une combinaison des questions identitaires, mais aussi de questions idéologiques. La guerre civile espagnole,
beaucoup de commentateurs l'ont dit, a refait surface. Les indépendantistes ne remettent pas seulement en cause l'appartenance de la Catalogne à l'Espagne, mais contestent également le régime politique monarchique. La question du référendum du 1er octobre 2017 était la suivante: voulez-vous que la Catalogne soit un État indépendant sous la forme d'une république? Donc vous voyez qu'il y avait les deux éléments qui étaient combinés. Le régionalisme peut donc servir d'une certaine manière de couverture à une idéologie politique, être une sorte de cheval de Troie. Après l'effondrement du communisme, eh bien, certains pensent que le régionalisme est devenu une idéologie de substitution. Deuxième point qui est généralement plus développé, parce qu'il y a plus d'exemples qui sont donnés, c'est le lien, l'association qui est faite du régionalisme et de revendications fiscales et économiques. La Catalogne représente 16% de la population espagnole, 20% du PIB, 25% des exportations de l'Espagne. Et on le sait, elle envie le Pays basque espagnol qui lève lui-même ses impôts et décide de son utilisation, tout en reversant une quote-part à Madrid au titre des dépenses de l'État central, les infrastructures, la défense. Bien. Peut-être que nos indépendantistes catalans oublient que la prospérité de la Catalogne dépend aussi évidemment de son appartenance à l'Espagne. Peut-être oublient-ils aussi que la dette publique de la Catalogne, 42 milliards d'euros, représente 30% de la totalité des dettes des territoires autonomes de l'Espagne, alors qu'ils ne représentent que 20% du PIB. Enfin, en tout cas, le fait est qu'il y a incontestablement un aspect fiscal et économique dans l'émergence et dans l'affirmation du régionalisme. En Lombardie et en Vénétie, je crois qu'il y a le même phénomène. Ce sont des régions prospères et industrielles, 24% de la population italienne, 30% du PIB de l'Italie, et les promoteurs du référendum du 22 octobre entendaient obtenir plus de pouvoir pour les institutions locales en matière de sécurité et d'immigration, mais en outre, leur objectif était d'obtenir davantage de ressources financières en récupérant environ la moitié du solde fiscal actuel, c'est-à-dire la différence entre ce que les habitants versent comme taxes et impôts et ce qu'ils reçoivent évidemment comme dépenses publiques. On retrouve le vieux slogan « I want my money back ». Bien, celui-ci, donc ce solde pour ces deux régions s'élève à 54 milliards d'euros pour la Lombardie et 15,5 milliards d'euros pour la Vénétie. En Belgique aussi, il semblerait que effectivement le lien entre le régionalisme et la question fiscale s'affirme. La sécession de la Flandre, qui représente 57% de la population belge et 58% du PIB de la Belgique, n'est pas directement d'actualité, étant donné que le MVA est sur des positions plus modérées que le Vlaams bilang et que le NVA a siphonné une partie de l'électorat du Vlaams. Mais il n'empêche, n'est-ce pas, que la demande d'autonomie que porte le NVA, concerne aussi la question fiscale. L'idée séparatiste n'a pas d'assise, semble-t-il, dans les couches populaires, en dépit des scores élevés, n'est-ce pas, du Vlaams bilang, qui fait, semble-t-il, surtout des scores élevés sur les questions de l'immigration. Et donc le NVA, qui est un parti conservateur, fondé en 2001 sur les débris du parti social-libéral Union du Peuple, ce parti a réussi d'une certaine manière à s'allier au patronat autonomiste néerlandophone, c'est difficile à prononcer, dont l'objectif a toujours été depuis des décennies de voir émerger dans le cadre de l'État belge, ou non, si nécessaire, une administration flamande débarrassée du poids des archaïsmes, disent-ils, de l'administration donc wallonne, et en particulier du système du système, je dirais, de protection sociale wallon, qui est assez lourd financièrement parlant et qui, d'une certaine manière, ressemble d'ailleurs au système français. Avec le NVA, il y a donc d'une certaine manière l'émergence, je dirais, d'un vote ethno-libéral
qui se manifeste par l'axiome le suivant, ce que nous les Flamands nous faisons nous-mêmes, eh bien nous le faisons mieux dans le fond que les autres. Et donc à partir donc de 2010, en captant surtout un électorat venant du Vlaams bilingue, le NVA a réussi à devenir la principale force du pays. Dernier exemple, c'est peut-être trop, mais tant pis. Dernier exemple du lien, je dirais, entre la revendication économique et puis la revendication régionaliste. Au Royaume-Uni, on le sait, c'est la découverte du pétrole dans la mer du Nord qui a encouragé les nationalistes écossais à revendiquer l'autonomie, sachant eh bien, qu'une Écosse indépendante eh bien, pourrait disposer d'une zone économique exclusive, hein, maritime, n'est-ce pas, eh bien, comprenant la quasi-totalité des ressources britanniques en hydrocarbures. Je voudrais évoquer en troisième point, et rassurez-vous, le troisième et le quatrième point seront beaucoup plus rapides, la question, n'est-ce pas, du séparatisme et d'autre part de l'européisme qui incontestablement me semble s'être nourri mutuellement. Christophe Réveillard qui interviendra plus tard vous parlera d'une certaine manière sous l'autre angle, c'est-à-dire sous l'angle, je dirais, de l'Union européenne, de la même question. L'ALE, hein, dont nous avons parlé tout à l'heure, déclare se battre pour des nations sans État. Hein. Chaque indépendance constituerait, selon elle, un élargissement intérieur, je cite. Dans le discours de l'ALE, la communauté historique s'efface devant une société ouverte à tous les habitants installés sur son territoire. C'est là où on se rend compte que la question identitaire, quand même, dans un certain nombre de courants régionalistes, est quand même extrêmement ambiguë. Le manque d'Europe, c'est à cause des États-nations. Dit l'ALE, hein. En tout cas le président de l'ALE, qui s'érige ainsi, on le voit bien, en allié, je dirais, de tous les contempteurs des égoïsmes nationaux. Hein. Nombre de séparatistes, d'autonomistes et de régionalistes ont compris, n'est-ce pas, depuis assez longtemps, hein, que l'Europe marche vers le fédéralisme au détriment des États-nations, et d'une certaine manière, on peut penser qu'ils ont l'intention de l'y aider en se montrant acquis à la doctrine de cette dernière. Hein. Pour l'ALE, le nationalisme infra-étatique serait, contrairement au nationalisme étatique, qui lui est infréquentable, le nationalisme infra-étatique serait acceptable parce qu'il serait favorable au fédéralisme européen. En 2008, dans leur manifeste Changer d'air, les Verts ont présenté l'Union européenne comme un espace de paix et de coopération entre les États membres et les 83 peuples qui la composent. On se souvient aussi évidemment du livre publié en 1968 par le breton Yann Fouéré, dont le titre était le suivant, L'Europe au sans-drapeau. Alors venons-en donc à mon dernier point, la question effectivement du régionalisme et de l'identitarisme. Essayons d'évoquer, enfin d'identifier ce qu'on appelle le vote identitaire. Hein. Je crois que, incontestablement, le régionalisme illustre la permanence de l'enjeu identitaire, malgré, ou peut-être à cause, je dirais, de phénomènes concomitants qui sont d'un côté le multiculturalisme, et puis de l'autre côté la mondialisation matérielle, enfin la standardisation matérielle des modes de vie. Bien. Pour autant, il n'est peut-être pas certain que le vote régionaliste soit toujours et exclusivement, comme on l'a vu, un vote identitaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le vote identitaire, du coup, par comparaison? Eh bien, je crois qu'il existe deux types de vote identitaire. L'un affirme une identité notamment régionale, ça c'est incontestable, même si ça n'est pas que le seul ressort du vote régionaliste. L'un affirme une identité régionale qui ne serait pas assez reconnue donc par l'État central. Hein. C'est une revendication pour une plus grande autonomie, hein, bien. L'Écosse, la Flandre et tous les autres cas que nous avons évoqués. Et puis il y a un deuxième vote identitaire qui manifeste la défense d'une identité, cette fois-ci plutôt nationale, en réaction à la menace incarnée par, au choix ou cumulativement, comme vous voulez, l'immigration, l'expansion de l'islam. Et cette fois-ci, c'est par exemple, évidemment, le vote que l'on connaît bien en France, le vote FN, ou en Autriche, le vote pour le FPO, ou FPE, parce que c'est O umlaut. Bon. Il arrive donc qu'il y ait combinaison de ces deux votes, hein, du vote identitaire régionaliste et du vote identitaire, je dirais, national ou en réaction, hein, je dirais, comment dire, à la
au multiculturalisme. Bien, il arrive qu'il y ait combinaison de ces deux votes, sans qu'il y ait pour autant d'ailleurs superposition exacte entre les deux. C'est le cas par exemple en Corse. Le cas de la Corse est extrêmement intéressant. Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour de la présidentielle avec 27% des voix, et elle a perdu au second tour, ça tout le monde le sait au niveau national évidemment, mais elle a aussi perdu en Corse, mais elle a perdu avec 48% au second tour en Corse. 48% c'est bien au-dessus évidemment de son score national. Quelques semaines plus tard, il y a les élections législatives. 3 des 4 députés élus en Corse sont des députés indépendantistes. Et quelques mois plus tard encore, en décembre 2017, lors des élections locales, ce sont les autonomistes qui ont gagné les élections territoriales, la liste du Front National, quant à elle, ne faisant qu'au premier tour, 3% ne pouvant pas se maintenir au second tour. Donc vous voyez, il peut y avoir combinaison sans qu'il y ait forcément superposition. Et puis, il peut y avoir, et je crois que c'est important de le noter, une évolution, n'est-ce pas, du nationalisme régional vers le nationalisme national. Un parti local peut être en passe de devenir national, peut se nationaliser, si j'ose dire. C'est le cas, évidemment, vous le savez bien, de la Ligue du Nord en Italie, qui a présenté des candidats dans d'autres régions et qui vient de nouer une alliance avec Forza Italia de Berlusconi pour les élections législatives de mars prochain. Et on le sait bien, la Ligue du Nord a définitivement abandonné ses revendications d'indépendance de ce territoire énigmatique qui était la Padanie et qui était son fer de lance idéologique dans les années 1990. Alors je vais enfin vous proposer une petite conclusion en quelques points. Le premier, je crois qu'avec le régionalisme, on est en face d'un thème politique qui a connu le même genre d'évolution quant à son positionnement que l'écologie. C'est quelque chose qui philosophiquement est historiquement plutôt marqué à droite et qui est aujourd'hui essentiellement utilisé, pas uniquement, mais essentiellement utilisé ou instrumentalisé ou évoqué par des partis qui se situent sur la gauche du spectre politique. Premier point. Deuxième point, je crois qu'on a la même difficulté d'analyse avec le régionalisme qu'avec la question du populisme. Le populisme, vous savez bien, on a une vraie question. Est-ce que ça consiste dans la défense du peuple en tant que catégorie sociale, ou est-ce que ça consiste dans la défense du peuple en tant que corps politique ? C'est un vrai souci, parce que du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un populisme, est-ce qu'il y a un vrai, entre guillemets, populisme de droite et un vrai populisme de gauche, ou est-ce qu'il n'y a qu'un des deux qui est réel ? Bien, le régionalisme, il me semble que c'est pareil. Le régionalisme vise-t-il, je dirais, à détruire l'État national ou à défendre une identité particulière. Avec le régionalisme, s'agit-il de la défense d'une identité traditionnelle d'un corps social, ou plutôt d'un corps social que l'on veut construire ? Parce qu'évidemment, le terme, je ne l'ai pas évoqué jusqu'à présent, mais c'est évidemment l'expression bien connue du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Or, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes tel qu'il a été, par exemple, mis en œuvre à la fin de la Première Guerre mondiale, ça n'a nullement été, je dirais, le fait de défendre les peuples historiques. On voit bien comment on a redécoupé la carte européenne à la fin de la Première Guerre mondiale. On a reconstitué des ensembles politiques très divers et peu respectueux, je dirais, de l'histoire. Et donc, par conséquent, voilà, avec le régionalisme, je crois que se repose à nouveau la question de quel est ce peuple qui a le droit de disposer de lui-même. Il y a une ambiguïté du régionalisme qui me semble-t-il, est là. Il arrive qu'il puisse concevoir la région à l'instar d'ailleurs d'un État-nation moderne. Et donc par conséquent, bien évidemment, on n'est pas, je dirais, dans un identitarisme, je dirais, classique. Enfin, et ça c'est un point sur lequel je vous avoue que j'ai bien envie, grâce à cette recherche qui m'a été demandé de faire, j'ai bien envie de le retravailler par la suite. Le régionalisme, enfin, peut être
considéré comme étant un instrument utilisé bien sûr par des régionalistes, mais aussi par l'Union européenne pour chercher à atteindre, je dirais, un affaiblissement de l'État. Et on peut se demander si les régionalistes ne seraient pas d'une certaine manière les, entre guillemets, idiots utiles de la fédéralisation européenne, voire peut-être par la suite de la mondialisation. Une fois que les États-nations ont été affaiblis, eh bien, le nivellement peut s'imposer peut-être plus facilement. La fragmentation de l'Europe peut se faire au profit de l'Union européenne et peut-être pas justement au profit des identités locales. Enfin, les États se sont révélés être des obstacles à la fédéralisation de l'organisation internationale qui est encore l'Union européenne, et on le sait, certains ont envisagé que les unités fédérées d'un futur État européen eh bien, puissent être des grandes régions sur le modèle des Länder allemands, pouvaient être transfrontalières, pouvant même être à cheval sur deux actuels États. Pensons par exemple à l'euro-région Rhin-Val, qui a été créée par les autorités locales allemandes et néerlandaises, de part et d'autre de la frontière. Pensons aussi aux velléités de certains de réunifier un Pays basque franco-espagnol. Voilà en tout cas, je dirais, l'état des lieux de ce régionalisme politique que eh bien, je vous ai proposé aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre attention et de votre indulgence. Bonjour à tous. Alors je dois remercier ici